que ce soit ses anciens titres, enfin ses titres phares, comme Que je t'aime, Requiem ou... Il croyait avoir survécu à tout, aux tempêtes familiales, au deuil, aux conflits silencieux qui rongent les héritiers des grandes légendes. Ce que David ignorait, c'est que le coup le plus violent ne viendrait ni de la scène, ni des médias, mais de l'endroit le plus intime, son propre foyer. À ce moment précis de sa vie, David pensait avoir enfin trouvé l'équilibre. Pas le bonheur tapageur que l'on affiche sur les couvertures de magazines, mais quelque chose de plus rare, plus discret. Une paix intérieure. À plus de 50 ans, il ne cherchait plus à prouver quoi que ce soit, ni à son nom, ni à son passé, ni au public. Il avançait à son rythme, loin de la fureur des projecteurs, convaincu que les plus grandes victoires sont souvent silencieuses. Il composait encore, bien sûr. La musique ne l'avait jamais quitté. Mais elle n'était plus une arène, ni un combat. Elle était devenue un refuge, un lieu sûr où il déposait ses doutes, ses souvenirs, ses cicatrices. Chaque note semblait lui murmurer qu'il avait le droit enfin de ralentir, de respirer, de vivre. Dans sa vie privée aussi, quelque chose s'était apaisé. Ceux qui le fréquentaient parlèrent d'un homme plus doux, plus présent, presque serein. Il évoquait sa compagne avec une tendresse désarmante. Elle était, croyait-il, celle qui comprenait ses silences, respectait ses fragilités et n'exigeait rien d'autre que sa vérité. Après tant de chaos, il pensait avoir trouvé une forme de stabilité affective. Une main posée sur l'épaule quand le monde devient trop lourd. Pour un homme qui avait grandi sous le poids d'un non immense, cette normalité avait un goût précieux. Trop précieux peut-être, car lorsque l'on a manqué d'équilibre toute sa vie, on s'accroche parfois trop fort à l'illusion de l'avoir enfin trouvée. David aimait cette routine tranquille, les matins sans urgence, les soirées où le silence n'était plus un ennemi mais une compagnie. Il se disait que la maturité avait cela de beau, elle efface les drames inutiles, elle trie l'essentiel du superflu. À cet âge-là, on ne cherche plus la passion qui brûle, mais la présence qui reste. Et pourtant, avec le recul, certains diront que tout était déjà là, invisible, imperceptible, mais présent. Comme ces fissures minuscules dans un mur ancien, elles ne font pas de bruit, elles ne provoquent pas d'alarme, mais elles travaillent lentement la matière. Jusqu'au jour où l'édifice cède, David ne voyait rien, ou plutôt, il ne voulait rien voir, car lorsqu'un homme a trop souffert, il développe parfois un réflexe dangereux, celui de croire que le pire est forcément derrière lui, que la vie, par une forme de justice tardive, lui doit désormais un peu de douceur. Il se trompait. Ce qu'il prenait pour une paix durable n'était peut-être qu'un silence fragile, un de ces silences qui précèdent les grandes déflagrations. Mais à ce stade, David se sentait en sécurité, et c'est précisément là que le destin choisit souvent de frapper. Car la trahison, la vraie, ne s'annonce jamais. Elle se prépare dans l'ombre, pendant que l'on croit enfin pouvoir baisser la garde. Une trahison ne commence jamais par une confession. Elle commence presque toujours par un détail que l'on choisit de ne pas voir. Un détail trop banal pour inquiéter, trop ordinaire pour alerter. Et pourtant, c'est ainsi que tout a commencé pour David. Au départ, rien de spectaculaire. Sa compagne rentrait parfois un peu plus tard que d'habitude. Des excuses simples, crédibles, une réunion qui s'éternise, un dîner improvisé, des imprévus professionnels. La vie moderne, après tout, est faite de contretemps. David le savait mieux que quiconque. Il s'efforçait de rester rationnel, de ne pas devenir cet homme soupçonneux qu'il avait toujours méprisé. Mais peu à peu, quelque chose sonnait faux. Ce n'était pas tant les horaires là que l'attitude, cette façon nouvelle de traverser la pièce sans vraiment le regarder. Ce téléphone devenu soudain omniprésent, toujours à portée de main, toujours retourné face contre la table. Et surtout, ce sourire. Un sourire fugace, discret, parfois esquissé devant un écran, mais qui ne lui était pas destiné. David ressentait alors un léger pincement au cœur. Rien de violent, juste une sensation étrange, comme une note dissonante dans une mélodie familière. Il connaissait par cœur la musique de son quotidien, et pourtant, certains accords semblaient désormais mal accordés. Il tenta d'ignorer cette impression, car il y a une chose que l'on comprend avec l'âge. L'amour peut survivre à beaucoup de choses, mais rarement à la suspicion. Alors il se tut. Il observa. Il se persuada que tout cela n'était qu'une phase, un passage à vide, une fatigue passagère. La tendresse autrefois naturelle devint mécanique. Les conversations se firent plus courtes, moins profondes.
Les projets d'avenir, jadis évoqués avec douceur, furent à deux repoussés, détournés, évités. Quand David proposait un week-end, elle parlait contrainte. Quand il évoquait un voyage, elle parlait obligation. Toujours une bonne raison, toujours ailleurs. Comme beaucoup d'hommes amoureux, David retourna le doute contre lui-même. N'était-il plus assez présent? Trop absorbé par sa musique? Trop calme peut-être pour une femme qui avait besoin d'intensité? L'autocritique est souvent le refuge des cœurs sincères. Il chercha en lui la cause d'un malaise qui ne venait pas de lui. Il tenta de raviver la flamme. Des dîners improvisés, des confidences tard dans la nuit, des gestes simples mais chargés de sens. Il espérait retrouver ce lien invisible qui autrefois les unissait sans effort. Mais face à lui, il ne rencontrait qu'une distance polie, une absence douce, presque indolore en apparence. Autour de lui, certains commencèrent à s'interroger. Des amis proches, discrets, respectueux, mais lucides. Un soir, l'un d'eux osa poser la question que personne n'aimait formuler. « Dis-moi, ça va vraiment entre vous deux ?» David sourit. Un sourire rassurant, maîtrisé. Bien sûr que ça allait. Pourquoi cela n'irait-il pas? Pourtant, au fond de lui, il savait que cette question n'était pas innocente. Quand plusieurs regards extérieurs perçoivent une tension, ce n'est jamais un hasard. Les semaines passèrent, les détails s'accumulèrent, des appels auxquels elle ne répondait jamais en sa présence, des absences aux horaires étrangement réguliers, des changements d'apparence soudains, une attention nouvelle portée à son image avant de sortir. Et puis ces petits mensonges. Pas encore des mensonges graves, juste des imprécisions, des omissions. Mais le mensonge, comme la fissure, commence toujours petit. David ne voulait pas devenir prisonnier de la méfiance. Pourtant, malgré lui, il commença à observer plus attentivement, non par jalousie, mais par besoin de comprendre. La réalité lui échappait, et pour un homme qui avait passé sa vie à chercher la vérité dans la musique, cette confusion était insupportable. Il l'ignorait encore, mais à cet instant précis, quelque chose s'était déjà brisé, car lorsque le silence commence à faire plus mal que les mots, l'absence précède toujours la rupture. Il y a des nuits où l'esprit se tait, mais où le corps, lui, parle avec une clarté effrayante. Cette nuit-là, David ne dormait pas. Il ne savait pas pourquoi. Aucun cauchemar, aucune alerte concrète. Juste une lourdeur étrange, nichée quelque part entre la poitrine et l'estomac, comme si quelque chose en lui refusait de s'abandonner au sommeil. Elle était sortie depuis plusieurs heures. Un dîner annoncé, banal, presque routinier. David avait hoché la tête sans poser de questions. Il s'était promis de ne plus interroger, de ne plus soupçonner. Et pourtant, le temps s'étirait. Les minutes devenaient pesantes. Le silence de la maison, autrefois apaisant, prenait une texture différente. Il n'était plus un refuge, il devenait une attente. David tenta de rationaliser. Il s'assit, se leva, alla vers la fenêtre. Paris brillait au loin, indifférente. La ville continuait de vivre pendant que dans ce salon trop calme, quelque chose se fissurait un peu plus. Il se répéta ce qu'il avait toujours cru. Les émotions mentent, la raison rassure. Mais ce soir-là, la raison n'avait plus assez de force. Les heures passaient, trop lentement. Il se surprit à écouter les bruits du palier. Un pas, un ascenseur, rien. Chaque son faisait naître un espoir aussitôt déçu. Il se rendit compte qu'il retenait sa respiration. Ce détail-là, insignifiant en apparence, le frappa soudain. Depuis quand attendait-il ainsi? Depuis quand l'amour ressemblait-il à une veille anxieuse? Quand elle rentra enfin, quelque chose clochait. Ce n'était pas flagrant, rien de spectaculaire. Juste un parfum un peu trop prononcé, un maquillage légèrement excessif pour une simple soirée, une nervosité contenue, perceptible uniquement par celui qui la connaissait vraiment. David n'eut pas besoin de mots. Son corps savait déjà. Ils échangèrent quelques phrases sans importance. Des phrases polies, des phrases vides. Elle parlait, mais son regard glissait ailleurs, comme si elle jouait un rôle mal répété. David l'observait, silencieux. Il sentait une douleur sourde monter en lui, non pas comme une explosion, mais comme une pression lente, inexorable. Cette nuit-là, il ne la confronta pas. Pas encore. Il savait que certaines vérités, une fois prononcées, ne peuvent non plus être reprises. Il se coucha sans dormir, le regard fixé au plafond. Les pensées tournaient, mais une certitude s'imposait déjà. Ce qu'il redoutait depuis des semaines n'était plus une hypothèse. C'était une réalité qui attendait simplement d'être révélée. Les jours suivants furent un supplice discret. David entrait dans un état de vigilance permanente. Chaque geste devenait suspect, chaque sourire ambigu. Chaque message reçu hors de sa présence prenait un poids démesuré.
Il se détestait de devenir cet homme-là, méfiant, attentif aux moindres détails. Et pourtant il ne pouvait plus faire autrement. Pour un artiste habitué à décrypter les émotions humaines, ces signaux étaient impossibles à ignorer. Il avait passé sa vie à observer les failles, les silences, les non-dits. Cette fois, ces failles se trouvaient au cœur même de son intimité. Et cela rendait la douleur presque insoutenable. Il y a une cruauté particulière dans ces moments-là. On ne souffre pas encore de la vérité, mais de son attente, de cette zone grise où l'on sait sans vouloir savoir, où l'on espère encore se tromper. David se raccrochait à cette possibilité infime. Et si tout cela n'était qu'un malentendu? Et si son intuition le trahissait? Mais l'aveuglement volontaire est souvent le dernier refuge avant l'effondrement total. Un après-midi ordinaire, alors que rien ne laissait présager un tournant décisif, le destin choisit enfin de frapper. Pas avec fracas, pas avec violence, juste avec un son discret, un bip anodin, celui d'un téléphone oublié sur une table basse. Il y a des vérités qui n'entrent pas dans une vie par la porte, elles s'infiltrent, silencieusement, sans prévenir. Ce jour-là, David ne cherchait rien, il ne fouillait pas, il n'espionnait pas. Il était simplement là, immobile, lorsque le destin choisit de se manifester par un geste dérisoire. Le téléphone était posé sur la table basse, oublié, abandonné, un objet banal, devenu soudain un messager implacable. Un son bref retentit, un message entrant, l'écran s'alluma l'espace d'une seconde, et dans cette seconde, tout bascula. Un prénom apparut, pas un inconnu, pas un collègue lointain, pas un nom anonyme derrière lequel on peut encore se réfugier dans le doute. Non, ce prénom appartenait à quelqu'un que David connaissait, quelqu'un qu'il respectait, quelqu'un qu'il avait accueilli dans sa vie sans méfiance. Un homme de son cercle proche, presque un frère de cœur, David ne toucha pas le téléphone. Il ne lut pas le message. Il n'en avait pas besoin. Le choc fut immédiat, brutal, comme si l'air venait de quitter la pièce. Il resta debout, figé, incapable de bouger, de penser, de respirer, normalement. La trahison venait de prendre un visage, et ce visage était celui de la confiance. Lorsque sa compagne sortit de la salle de bain, il avait déjà recomposé ses traits. Une façade, une habitude apprise au fil des années sous le regard public. Elle entra, sourit, parla comme si rien n'avait changé. Et c'est à cet instant précis que David comprit quelque chose d'essentiel. Il ne reconnaissait plus la femme qu'il avait aimée. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Non par colère, mais par lucidité. Il savait désormais que le doute avait cessé d'exister. Et avec lui, toute possibilité de retour en arrière. Pourtant, il lui manquait encore une chose, la preuve. Non pour accuser, mais pour ne plus jamais se mentir à lui-même. Engager un détective privé fut une décision douloureuse, presque humiliante. Pour un homme attaché à la dignité, cette démarche avait un goût amer. Mais parfois, la vérité exige que l'on franchisse des lignes que l'on pensait infranchissables. David espérait encore, au fond de lui, se tromper. Espérait que tout cela n'était qu'un malentendu cruel. La vérité, elle, ne tarda pas. En moins de 2 semaines, les éléments s'accumulèrent. Des rendez-vous discrets, des trajets partagés aux heures où elle prétendait être ailleurs, des regards capturés à distance, des habitudes secrètes révélées avec une précision chirurgicale. Chaque rapport était une blessure, chaque photographie une confirmation insupportable. Mais ce n'était pas l'adultère qui le détruisait le plus, ce n'était même pas le mensonge répété. Non. Le plus douloureux était ailleurs, dans l'identité de l'autre homme, cet ami qu'il avait soutenu, écouté, respecté, quelqu'un à qui il avait ouvert sa maison, sa table, son intimité. La trahison ne venait pas d'un côté, elle venait des deux, et cette double lame transperçait bien plus profondément. David passa des heures enfermé dans son studio. Non pour créer, mais pour survivre. Ses doigts glissaient sur le piano sans mélodie. Des mots s'écrivaient, se rayaient, se brisaient sur le papier. Des questions sans réponse. À quel moment avait-il cessé de voir ? Comment l'amour peut-il cohabiter avec une telle duplicité ? Et surtout, comment un ami peut-il poignarder sans trembler ? Il ne cria pas, il ne fit pas de scandale. Son effondrement fut silencieux, intérieur, comme un édifice qui s'écroule de l'intérieur sans faire de bruit. À l'extérieur, David restait l'homme calme, posé, professionnel. À l'intérieur, il se fragmentait. Il savait pourtant qu'il ne pourrait pas fuir éternellement.
La confrontation était inévitable, non par désir de vengeance, mais par besoin de clarté. Car certaines vérités doivent être dites, même lorsqu'elles détruisent tout sur leur passage. Et ce face-à-face, aussi redouté qu'inévitable, allait marquer un point de non-retour. Car à partir de là, la douleur de David ne serait plus seulement intime. Elle s'apprêtait à franchir les murs de sa maison, pour devenir publique. La confrontation eut lieu sans cri, sans violence apparente. C'est souvent ainsi que les drames les plus profonds se jouent, dans une atmosphère feutrée, presque irréelle. David était assis dans le salon, la lumière tamisée, les preuves étalées devant lui, comme autant de fragments d'une vie brisée. Lorsqu'elle entra, elle comprit immédiatement. Il n'eut pas besoin de lever la voix. Son calme était plus glaçant que n'importe quelle colère. Il prononça son prénom, simplement. Elle tenta d'abord de nier, puis de minimiser, puis de pleurer. Les scénarios classiques de la culpabilité. David, lui, resta étrangement immobile, vidé, comme si toute émotion l'avait quitté. Il posa une seule question, celle qui brûlait depuis des semaines. Pourquoi ? Elle n'eut pas de réponse. Seulement des mots confus, des contradictions, un chaos verbal qui révélait une vérité cruelle. Même elle ne savait plus comment justifier ce qu'elle avait détruit. Quelques jours plus tard, David accepta de rencontrer l'autre homme, celui qu'il appelait autrefois un ami. Il espérait au minimum une reconnaissance claire de la faute, un regard honnête, un aveu digne. Mais là encore, la déception fut totale. L'homme parla beaucoup, trop. Il se justifia, se protégea, comme si la douleur qu'il avait causée n'était qu'un malentendu regrettable. David comprit alors qu'il venait de perdre bien plus qu'un amour. Il venait de perdre une certaine idée de l'amitié. À partir de ce moment-là, quelque chose se rompit définitivement en lui. La maison, autrefois chaleureuse, devint glaciale. Chaque pièce portait un souvenir désormais contaminé par le mensonge. David s'y sentait étranger. Il sortait moins, parlait peu, mangeait à peine. La musique, son refuge de toujours, n'apaisait plus. Elle reflétait au contraire son vide intérieur. Chaque note semblait trop lourde, chaque mot inutile. Mais pour un homme public, la souffrance ne reste jamais longtemps invisible. Les rumeurs commencèrent à circuler. Des murmures dans les cercles artistiques, des regards insistants dans certains restaurants, puis un premier article vague mais suffisamment suggestif pour déclencher une avalanche. En quelques jours, le téléphone de David ne cessa de vibrer. Journaliste, photographe, demande d'interview. Le silence devenait suspect. L'absence, un sujet. La douleur intime se transforma en feuilleton médiatique. Des paparazzis s'installèrent près de chez lui. Chaque sortie, chaque visage fatigué, chaque pas hésitant était capturé, analysé, interprété. On écrivait tout et son contraire. Qu'il était détruit, qu'il avait perdu le contrôle, qu'il se laissait sombrer. La réalité était plus simple et infiniment plus cruelle. Il souffrait en silence, essayant de rester digne dans un monde qui ne respectait plus rien. David se mura chez lui pendant plusieurs jours. Il ne voulait pas parler, pas expliquer, pas transformer sa douleur en spectacle. Mais dans l'univers des célébrités, le refus de parler est souvent perçu comme un aveu. Chaque silence alimentait davantage la machine médiatique. Chaque tentative de discrétion devenait une provocation. Face à cette pression insupportable, il prit une décision difficile. Il mit fin à la relation officiellement, sans attaque, sans règlement de compte public, une phrase sobre, presque pudique, par respect, par nécessité. Il coupa également tout lien avec l'homme qui l'avait trahi. Non par vengeance, mais pour survivre émotionnellement. Certaines blessures ne cicatrisent qu'à distance. À cet instant précis, David se retrouva seul, vraiment seul, sans amour, sans amitié, et avec un nom qui amplifiait chaque chute. Mais dans cette solitude extrême, une question commençait déjà à émerger. Une question douloureuse, mais essentielle. Quand on a tout perdu, que reste-t-il pour continuer à avancer ? On ne renaît jamais dans le bruit. Contrairement à ce que l'on croit, les vraies reconstructions ne font pas la une des journaux. Elles se font loin des regards, dans le silence, dans la répétition obstinée des jours, quand plus personne n'attend rien de vous. C'est là que David se retrouva, face à lui-même, dépouillé de ses certitudes, de ses repères, de ceux en qui il avait placé sa confiance. Les premières semaines furent les plus dures. Il n'y avait plus de colère, plus de larmes, seulement un vide profond, un vide que rien ne semblait pouvoir combler. Pourtant chaque matin, David se levait, sans élan, sans projet, mais avec une détermination discrète, ne pas sombrer.
continuer même sans savoir pourquoi. Parfois survivre est déjà une forme de courage. Ce furent ses enfants, d'abord, qui l'aidèrent à tenir. Leur présence, simple, sans jugement, lui rappela l'essentiel. Il n'était pas seulement un homme trahi, ni un non exposé. Il était un père. Et cette réalité-là, plus forte que toutes les blessures, l'obligea à rester debout. Puis, lentement, la musique revint. Pas comme avant. Plus fragile, plus nue. Elle ne cherchait plus à séduire, ni à rassurer. Elle disait ce qui restait quand tout s'effondre. David passait des heures en studio, non pour produire, mais pour comprendre. Chaque mélodie portait une trace de douleur, mais qu'aussi une forme de vérité nouvelle. Il ne fuyait plus ses failles, il les habitait. Il comprit alors quelque chose de fondamental. La trahison n'était pas la fin de son histoire. Elle en était la révélation. Elle avait mis à nu ce qui n'était plus aligné avec lui-même. Les illusions, les relations fragiles, les attachements construits sur des silences. La douleur avait agi comme un filtre brutal, mais nécessaire. Avec le temps, David changea. Ceux qui le connaissaient vraiment le remarquèrent les premiers. Il était plus réservé, certes, plus vulnérable aussi. Mais paradoxalement, plus libre. Comme si la chute avait arraché les derniers loups masques. Il ne cherchait plus à plaire, ni à convaincre. Il avançait avec une honnêteté nouvelle envers les autres, mais surtout envers lui-même. Les médias, eux, finirent par se lasser. La souffrance silencieuse n'est pas un spectacle durable. Les projecteurs se détournèrent peu à peu, et dans cet oubli relatif, David trouva enfin l'espace nécessaire pour se reconstruire. Pas pour effacer le passé, mais pour apprendre à vivre avec. Car on ne guérit jamais complètement d'une trahison. On apprend simplement à ne plus la laisser nous définir. Aujourd'hui, lorsqu'il évoque cette période, il le fait avec pudeur, sans amertume. Il ne parle pas d'un drame, mais d'un tournant, d'une vérité douloureuse, mais libératrice. Il sait désormais que l'amour ne se mesure pas aux promesses, mais à la loyauté, que l'amitié se prouve dans les moments difficiles, pas dans les discours, et surtout que la solitude, parfois, est moins destructrice que les présences toxiques. Son cœur a été blessé, profondément, mais il n'a pas cessé de battre. Et c'est peut-être là sa plus grande victoire, non pas celle d'un homme qui n'a jamais souffert, mais celle d'un homme qui a souffert et qui a choisi de continuer. Et maintenant, laissez-moi vous poser une question, une vraie. Si la trahison venait de ceux que vous aimiez le plus, auriez-vous eu la force de vous relever ? Auriez-vous su lâcher ce qui vous détruisait pour sauver ce qui restait de vous-même ? Si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé en vous des souvenirs, des blessures ou des réflexions, prenez un instant pour les partager en commentaire. Votre expérience compte. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous pensez que ces récits humains méritent d'être racontés. Partagez-la avec ceux qui pourraient s'y reconnaître. Et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer, ensemble, ce qu'il y a derrière les apparences, derrière les rumeurs, derrière les silences.